Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Néon et Opale. Il s'agit de la troisième partie d'une série prenant place dans une campagne originale pour Cult, Divinité perdue. Nous y introduisons un nouveau personnage, mais le contexte complet de notre histoire sera beaucoup plus appréciable si vous revenez en arrière pour écouter les 2 premiers épisodes de cette saison. Certains thèmes abordés tout au long de notre aventure peuvent heurter certains auditeurs. Violence à la fois physique et psychologique, gore, mention de trafic humain. Cult est un jeu d'horreur et nous vous recommandons de stopper votre écoute si les thèmes mentionnés sont trop extrêmes pour votre sensibilité. Martial Lemaître est inspecteur de l'IGPN. Sa vie tout entière est basée sur le contrôle. Sa santé est parfaite. Son emploi du temps est calculé à la minute près. Il aime la hiérarchie, l'ordre et abhorre le chaos et la décadence. Tout cela remonte à un événement tragique de son adolescence qui l'a marqué à vie et déclenché chez lui une peur panique de toute forme de chaos. Pour Martial, les petits rituels, les petites obsessions sont des façons de repousser l'horreur de ce qu'il a vu de l'autre côté du voile. Pourtant, en cette matinée grisâtre, la vie de Martial va changer à jamais. Et ce qu'il tente de repousser de l'autre côté du voile va se rapprocher de lui. Tu es au tréfonds de ton sommeil, et tu sens comme une présence, quelque chose de lourd et de froid qui te serre la gorge et qui t'empêche de bouger. Tu es dans un noir profond, mais tu entends des murmures qui parviennent au fond de tes oreilles, distincts mais incompréhensibles, comme si des dizaines de voix parvenaient à tes oreilles te parler en même temps. Dans l'obscurité, petit à petit, t'aperçois une forme blanche et lumineuse qui s'approche lentement de toi, le cœur qui se serre, les voix commencent à se taire les unes après les autres, jusqu'à ce que très près de ton oreille, très très près, tu en entends une qui te dit «Réveille-toi!» Et c'est le son de ton alarme qui te tire de ton sommeil très profond. Tu lèves lentement la tête et tu vois que de la fenêtre de ta chambre, les persiennes commencent à s'ouvrir automatiquement, comme à chaque fois à ton réveil. Tu as la lueur blanche du soleil qui filtre à travers les nuages et les volets. Tu entends la voix de ton assistante vocale qui te déclame des informations sur la météo, qui fera une température d'une quinzaine de degrés tout au cours de la journée. Plusieurs risques t'aversent. Tu as des informations sur la pression atmosphérique. Tu sens que l'atmosphère dehors est lourde, comme si un orage qui s'approchait. Ça fait plusieurs jours que cette atmosphère elle dure, comme si la pluie allait tomber d'un moment à l'autre, et qu'elle arrivait jamais. De certaines façons, c'est presque à propos parce qu'on est en hiver, et ça fait des mois que la violence explose à Paris de façon exponentielle. Et effectivement, l'ambiance est lourde sur toute la ville. On va prendre le temps tous les deux de présenter notre ami Martial Lemaître. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes physiquement, Martial. Martial, donc c'est un, j'allais dire, quelqu'un de plutôt lambda. Bon, il fait à peu près entre 1m75 et 1m77. Les cheveux châtains courts, avec un petit dégradé sur les côtés, des yeux marron clair. C'est pas monsieur tout le monde, mais il a pas des traits très distinctifs, tu vois. Plutôt svelte, sportif, toujours habillé très sobrement. Porte beaucoup de cols roulés, des petits chinos, petites chaussures. Grand amateur de gris, sa nuance préférée entre les deux extrêmes. C'est pas qu'une façade, c'est vraiment lui. Il est assez froid, distant avec les gens. Il aime prendre le temps de connaître quelqu'un pour mieux le juger. Et il s'exprime assez rarement sur ce qu'il pense, en fait, parce qu'il considère que les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne méritent pas tous. C'est quelqu'un de très propre sur lui, une hygiène irréprochable. Souvent des mouvements lents, calculés. Il fait rien dans la précipitation. Il aime observer. Tu viens de te réveiller, t'es dans ton lit. Je vais te demander plus tard d'écrire un petit peu le look de ton appartement, même si je l'imagine très épuré et très vide. Très blanc. Ouais, en ton blanc avec des meubles noirs, tu vois, genre vraiment un truc d'une simplicité assez effarante. Tu entends depuis ton enceinte le petit son de notification, le proup. Rappel rendez-vous Ah, à 8h30, jogging avec Maxime. Il est à peu près 8h du matin au moment où je te parle. Tu t'es réveillé une petite demi-heure avant, le temps de te préparer. En fin de matinée, 11h30, rendez-vous au Bastion pour réunion avec Alexandre Lemartin, chef de l'IGPN. Ton supérieur direct t'a donné un rendez-vous par mail à cette heure-ci dans la matinée. Tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, il t'a pas précisé la nature de ce rendez-vous, tu sais juste que tu dois te rendre là-bas, ce qui est assez étrange parce que c'est ton jour de repos. Généralement, on te demande pas vraiment de te présenter sur place. Plus étrange encore, il t'a donné rendez-vous au Bastion, mais en réalité, le Bastion, c'est pas le siège de l'IGPN. Tu n'as rien à y faire habituellement. Donc c'est assez inhabituel pour toi. donc là, je suis assis sur le lit, stature droite. Hein. Je suis un peu un robot. Je suis une machine. Je fais très peu de gestes déplacés, tu vois. De fait, j'ouvre une petite boîte en carton blanc dans laquelle j'ai ma montre, ma Casio vintage, que je mets à mon poignet. Je me lève.
Je fais mes étirements. C'est important. Face au store. Prends le temps. Je récupère mon portable, mon 4.6 Smart Vision 2. D'ailleurs, je n'ai pas de montre connectée parce que je ne suis plus Apple. Je considère que c'est mieux d'acheter français. J'achète mes fruits de saison localement, mais aussi ma technologie localement. Du coup, tu as rendez-vous avec Maxime pour ton jogging matinal avec lui. Vous avez rendez-vous dans une petite demi-heure. Qu'est-ce que tu fais pendant cette demi-heure exactement? Alors j'en profite quand même pour envoyer un vocal à Maxime, avec un ton solennel. Bonjour Maxime, je me prépare et je te retrouve au point de rendez-vous habituel. Alors du coup, je vais aller vers la cuisine. Bien sûr, j'ai mes petites chaussettes. Et je vais prendre mon feed plein d'énergie pour le matin. Tu traverses un salon et une cuisine très sobre au fur et à mesure que tu t'avances, en fait, grâce à l'intelligence artificielle domotique de ton appartement. Les persiennes s'ouvrent les unes les autres dans ton appartement. Tu as donc une magnifique vue au loin des quais de la Seine. C'est un arrondissement qui est très très tranquille. Et généralement, avec Maxime, vous prenez la coulée verte. La coulée verte, c'est un chemin qui est construit sur un vieux pont de Paris. Donc, tu as un côté un peu assez art nouveau, tout ça, avec plein de plantes qui poussent de partout. Et ça fait pile 4 km. Et c'est un coin qui est très agréable pour courir. Il est encore tôt, du coup il n'y a pas trop de monde. Tu vois que le temps est pas à la fête dehors, le soleil perce difficilement à travers les nuages. Il fait vraiment gris, ça aide pas, c'est pas aidé par les persiennes qui filtrent vraiment très peu de lumière pour t'habituer doucement à la lumière du jour. Tu traverses donc ton salon, je ne sais pas si tu as quelque chose de particulier à dire sur la décoration. Non, bah alors sur la décoration, on pourrait croire qu'il y a des... J'ai acheté un petit artiste que j'ai découvert en résidence là récemment, des séries de triptyques blancs, déstructurés. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Maxime m'avait dit ah, c'est sympa tes cadres, tu vas mettre des photos dedans. Je dis non, il n'y a pas de photos là-dedans. Voilà, c'est du blanc sur du blanc. Je me suis ruiné pour récupérer un sol Lewitt. Voilà, et sinon pour l'instant, à part des décos un peu, comment dire ça, sans âme, achetés dans des boutiques de déco. J'ai aussi effectivement des cadres vides. Je sais pas quoi mettre dedans, mais ils sont vides. Et je trouve que c'est un bon habillage. Voilà. J'aime plus l'objet que ce qu'il y a dedans. Du coup, tu peux pas t'empêcher de remarquer, peut-être avec agacement, tu vas me décrire ta réaction après, que la porte du placard noir qui ouvre sur tes réserves de feed est ouverte. Prestement, je vais la refermer. D'ailleurs, je pense m'équiper de ma tenue de sport favorite, hein, avec mon petit, comment on appelle ça, le petit débardeur, mais tu sais, sans le col large, qui sert bien au niveau du cou. Le petit brassard pour mettre mon portable. D'ailleurs, je paramètre mon appli pour les pas que je vais faire. Voilà, hein, j'ai un profil complet qui est enregistré en ligne sur un serveur distant, mis à jour constamment dès que je fais des choses. J'ajuste ma petite montre, je mets mes petites chaussures. Je voudrais savoir comment tu te sens, Martial, ce matin. J'ai eu l'impression de faire un rêve désagréable. Et j'ai pas eu l'impression de dormir en fait. Comme si ma nuit avait été complètement écourtée. Je pense que j'arrive à me concentrer sur ce que j'ai à faire maintenant. Et en fait, j'ai plutôt eu l'habitude d'arriver à vider mon esprit. Tu vois, grâce à la méditation. Et en général, j'arrive à tellement me concentrer sur une tâche que pendant un laps de temps assez court, c'est-à-dire descendre mes escaliers pour rejoindre Maxime, j'arrive à faire le vide. Je compte les marches en descendant. C'est une des techniques que j'ai. Pour moi, tu es au deuxième étage, donc on va compter une petite vingtaine de marches avant que tu arrives sur le palier de ton appartement flambant neuf. C'est un immeuble qui a été construit il y a moins d'une dizaine d'années. Il est parfait. Un petit cadeau de Jeanne et d'Antoine pour te féliciter de ton entrée dans les GPN. Paris s'éveille vraiment à peine à cet endroit. C'est vraiment un endroit, une platitude sans nom. Il y a juste des immeubles résidentiels. Un petit peu plus loin, petit escalier qui te mène à la coulée verte. Et il y a une centaine de mètres de là, posté devant le lampadaire qui vous sert de point de rendez-vous. Maxime, tu le vois de loin, il te fait un petit salut enjoué de la main. C'est la personne la plus lambda que tu connaisses, je pense. Il a les cheveux bruns coupés en dégradé américain, donc vraiment avec rasé sur les côtés qui se termine en une petite houppette sur le dessus. Il est rasé de près. Il porte des lentilles de contact quand vous faites du sport ensemble. Il porte des lunettes quand vous vous retrouvez ailleurs. Il est plutôt en bonne forme physique sans être un athlète. Il fait un petit peu plus frais pour lui peut-être, du coup il porte une petite veste à capuche, par-dessus un short avec un legging en dessous. Tout bien sûr la dernière marque, mais même accoutrement que toi. Oui, alors moi je fais juste un signe de tête. Hein. J'arrive en trottinant. Il est déjà en train de s'étirer, de faire des petits mouvements de bras et tout ça. Il fait votre petit chèque, il te dit « Ça va Martial ? Ah, bien chaud ce matin ? Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. » Vous commencez à trottiner, à remonter les marches de la coulée lentement. Alors, quoi de neuf en ce moment Le boulot te prend pas trop la tête ? Ah, le boulot me prend jamais la tête. Tout se passe bien.
Et toi alors? Ah bah tu sais, la routine. J'ai installé un réseau domotique il y a peut-être une semaine ou deux dans le quartier, pas loin de chez toi. Le mec avait demandé pas mal d'options de sécurité. Il était pas très tranquille avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah, je peux comprendre. Moi, le mien marche très très bien d'ailleurs. T'as fait du bon boulot l'autre fois. Ah écoute, je suis ravi. Pendant que vous parlez, vous remontez du coup les marches, vous arrivez au niveau de la coulée, vous commencez à trottiner tous les deux côte à côte. Donc pour te décrire un petit peu, vous avancez le long de ce pont. Il y a des armatures en fer à forger de chaque côté qui sont couvertes de végétation. Et pendant que je te parle, en fait, il y a un petit brouillard qui commence à monter. C'est assez inhabituel même en cette saison, mais vous y voyez de moins en moins pendant qu'il discute avec toi. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, l'atmosphère est pas. Il regarde autour de lui. L'atmosphère sur Paris est pas terrible. Il y a beaucoup de gens. J'ai des amis qui ont été agressés, qui ont. Je sais pas si de ton côté, Martial, il y a. Parce que vous avez plus d'agitation que d'habitude. Oui, plus ou moins, oui. C'est vrai que ça fait un petit moment, j'ai un peu de mal à voir la différence, mais c'est vrai qu'en ce moment, les gens sont agités. C'est bizarre, ça donne pas super envie de sortir de chez soi. Et toi, tu as été agressé? Non, mais le mec chez qui j'ai installé cette installation, il arrêtait pas de dire qu'il avait peur que quelqu'un rentre chez lui. Et je t'avoue que tu sens qu'en fait, il est lui-même, il est un peu nerveux, il arrête pas de regarder autour de vous alors que vous enfoncez un petit peu dans ce brouillard qui est de plus en plus épais. J'ai un peu l'impression qu'on m'observe tout le temps. Tout va bien, regarde. On est que tous les deux ici, le quartier est plutôt tranquille. Je trouve pas ça bizarre justement qu'on soit que tous les deux. Et effectivement, au moment où il te dit ça, t'as l'impression qu'il y a personne. Vous êtes juste, il y a juste cette lumière blanche aveuglante qui est réfléchie dans le brouillard. De temps en temps, vous dépassez un banc vide, mais il y a pas grand-chose de plus, quoi. Bah écoute, Maxime, c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Ah, tu vois, c'est quand même bizarre, non? Enfin, on sent que même lui, il a tendance à il ralentit un peu le pas par rapport à d'habitude, il a pas l'air très, très serein. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, 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 on va continuer, mais peut-être que pour aujourd'hui, on pourrait aller moins loin que d'habitude. Écoute, si tu veux. On t'attrapera dans 2 jours. Oui, 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 enfin bref, et je me disais, ça fait un moment que je t'en avais parlé, mais si ça te dit, un de ces soirs, on pourrait sortir, boire un verre, Je lève les yeux au ciel. Écoute, si ça te fait plaisir. ça fait quelques mois maintenant qu'on se connaît, ça pourrait être agréable. Un verre, hein. Non mais bon, on pourrait aller boire un café si tu préfères, Martial, ça ne me dérange pas, mais Ah, la caféine, je préfère éviter, mais d'accord, écoute. Je ferai un effort. il y a un petit silence qui s'écoule pendant que vous continuez à courir, puis au bout d'un moment, tu sens une odeur très, très forte. Mais une odeur que t'as pas sentie depuis longtemps, mais qui te frappe tout de suite au visage et il te faut quelques minutes pour comprendre quelle est cette odeur. C'est une odeur de sang. Là, je fais un geste pour arrêter Maxime. Attends, tu sens une odeur particulière? Ouais, c'est fort, Ouah, qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, Du sang. quoi? Tu vois qu'il commence à regarder autour de lui avec, les yeux écarquillés. Attends, mais de quoi tu parles? Attends, calme-toi, calme-toi. Je regarde un peu autour. Pendant que vous vous êtes arrêté, tu vois que le brouillard s'est vraiment épaissi. C'est-à-dire qu'à ce stade, il y a vraiment, vous voyez à moins d'une dizaine de mètres devant vous, et ça donne un aspect un peu irréel aux choses. Tu vois même pas, même des bords de la coulée, tu vois pas du tout le Paris aux alentours. Tu as vraiment la sensation que vous êtes perdu au milieu de nulle part. Et pendant que tu attends, tu vois une forme s'approcher de vous depuis le brouillard. Je fais signe à Maxime de se mettre derrière moi. Réfléchis pas, repars en arrière. Au moment où tu dis ça, t'entends la voix devant toi dire très clairement Police! Ne bougez pas! Maxime se fige instantanément et tu vois qu'effectivement il y a un officier de police qui émerge du brouillard en uniforme. Il a un masque chirurgical en fait qui est posé sur son visage. Tu devines un homme, tu vois pas la couleur de ses cheveux sous sa casquette, mais tu vois deux yeux gris très très clairs. Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Monsieur l'agent? Martial Lemaître, inspecteur IGPN. Je fais mon footing matinal. Il te regarde de haut en bas et il vous dit vous avez quelque chose pour justifier votre identité, monsieur le maître? Non, malheureusement, je n'ai pas pris le papier avec moi. Et il vous regarde tous les deux avec beaucoup d'insistance en fait, c'est-à-dire que son regard passe très rapidement de toi à Maxime, ça te met assez mal à l'aise parce on dirait presque qu'il a des mouvements assez peu naturels. Il y a eu un incident un petit peu plus loin. Je vais vous demander de me suivre. Très bien, oui. Nous allons coopérer.
Donc l'officier vous précède en veillant à ce que vous le suivez et au bout d'un moment, en fait, tu vois qu'il y a des traînées de sang sur les côtés de la coulée, c'est-à-dire sur les murs. Tu vois un banc qui est complètement couvert de sang. Vous arrivez à une toute petite fontaine qui elle-même est recouverte de traînées sanglantes un peu partout. Tu vois qu'un petit peu plus loin, il y a un autre officier de police qui est en train de prendre la déposition d'une femme qui est complètement prostrée. À côté d'elle, il y a une poussette qui est vide. Ah, Et tu vois qu'il y a au niveau de la fontaine, il y a quelque chose, tu arrives pas à savoir, une espèce de déchet organique, une espèce de forme organique qui est posée sur la fontaine, hein, qui est vide, du coup, il y a pas d'eau dedans. Et alors que l'officier de police dépasse la fontaine en vous faisant signe de le suivre, tu vois que c'est une langue. Maxime, derrière toi, est en train de... Tu l'entends murmurer très rapidement, ça va. Oh putain, oh putain. Qu'est-ce qui se passe, mec? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a? je me retourne vers lui. T'inquiète, tout est sous contrôle, ils sont déjà là, ils vont sûrement nous poser des questions, on va leur dire qu'on faisait notre footing et tout va bien se passer. T'inquiète pas, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, l'incident s'est déroulé il y a maintenant 1 heure ou 2. La situation est sous contrôle. Il y a 1 heure ou 2, c'est arrivé dans la matinée. Tout à fait. Il vous arrête un petit peu plus loin au niveau d'un escalier qui descend. Il sort un carnet. Est-ce que vous pouvez décliner vos identités, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Martial Lemaître, Ouais, très bien. Votre métier? inspecteur IGPN, sous les ordres de Alexandre Le Martin. On fait notre footing matinal, on a l'habitude de venir par ici, même si ce matin l'ambiance est particulièrement pesante, je dois bien l'admettre. C'est mon jour de repos, j'ai d'ailleurs rendez-vous à 11h30 au Bastion. Pendant qu'il est en train de prendre des notes, derrière lui, en fait, tu devines sur le banc un petit peu plus loin la forme de la femme qui est en train de s'effondrer sur elle-même et tu entends qu'elle est en train de gémir, en fait, un gémissement profond de souffrance. Et l'officier qui est devant elle ne prend pas note de ça du tout. Elle se met à pleurer, à sangloter. Et cette femme est un témoin direct. Il y a l'officier qui s'arrête d'écrire, qui lève le regard vers toi. Une victime directe. Je rave la poussette. Il voit ton regard se porter là-bas. C'est affreux ce qui s'est passé. N'en dites pas plus, j'ai compris. Donc j'imagine que vous n'étiez pas présent sur place il y a 1 heure. On vient d'arriver. On avait décidé de rebrousser le chemin justement à cause du brouillard. Et malheureusement, vu l'ambiance qu'il y a en ville en ce moment, nous n'étions pas rassurés. Je vais vous demander de quitter les lieux et de rentrer chez vous. Je pense que mes collègues vous appelleront pour prendre vos dépositions d'ici quelques jours. Soyez prudents, le responsable est certainement encore dans les parages. Très bien, c'est noté. Je vous remercie et j'espère que tout se passera bien pour vous. Derrière, t'entends toujours les pleurs de la femme qui emplissent petit à petit l'atmosphère. L'officier de police, ses yeux gris te fixant au-dessus de son masque, tend la main vers les escaliers qui mènent à la rue. Je vais vous demander de quitter les lieux, messieurs. Je fais signe à Maxime de me suivre. Je regarde un peu la femme pour essayer de voir son visage. Du mal à le voir parce qu'elle est complètement prostrée sur elle-même avec son visage dans les mains et elle sanglote beaucoup. Ce qui te choque aussi, c'est qu'il n'y a aucune humanité de la part de l'officier qui est en train de l'interroger, qui continue à prendre des notes sans même la regarder. Bah, moi, perso, c'est pas que je suis pas choqué par le manque d'empathie des agents sur le terrain, mais je sais qu'en ce moment, beaucoup de mes collègues sont confrontés à des horreurs et pour moi, le fait de prendre une distance comme ça, c'est peut-être la meilleure manière pour eux de pas péter un plomb. Mais bon, ça me réjouit pas de voir ça le bon matin. Et bon, c'est vrai que la mort d'un enfant est toujours horrible. Mais c'est vrai que je suis un peu froid vis-à-vis du sujet. Le gouffre de tristesse dans lequel est la personne me perturbe quand même. J'invite Maxime à me suivre immédiatement sans forcément chercher plus loin. Maxime, il tremble comme une feuille. Il a les yeux exorbités, il a les dents serrées et il tremble. Vraiment, c'est visible à ce stade. Et pendant que vous descendez les escaliers, en plus, vous croisez 2 officiers de la police scientifique qui ont vraiment une tenue complète, qui les protège intégralement, avec des lunettes de sécurité, un masque, des gants, une combinaison, qui vous dépasse dans l'escalier, qui est pas très large, donc vous êtes vraiment obligé de les frôler pour descendre. Et quand vous arrivez en bas, vous êtes toujours entouré de brouillard, donc tu arrives à deviner à peu près la direction dans laquelle vous devriez repartir pour revenir vers votre point de départ. Et tu vois qu'il y a un camion donc de la police scientifique ainsi que plusieurs voitures de police qui sont postées avec quelques officiers que tu devines passer dans le brouillard, tu ne vois que des ombres qui dépassent avec le son des radios de police. Et ça donne vraiment une sensation irréelle qui d'ailleurs te fait ressentir quoi? Ça me donne envie d'enfiler l'uniforme et d'aller à mon rendez-vous parce que j'ai l'impression qu'il y a du boulot qui m'attend. Ça me met en fait dans le bain du travail. J'en profite rapidement quand on est en bas des escaliers pour donner à Maxime le numéro d'un psychologue que je pense qu'il devrait consulter. Ne pas attendre, parce qu'il a l'air d'avoir été
perturbé par ce qui s'est passé. Il est vraiment derrière toi, et limite il te colle en fait, et en mode «Bon, écoute, il faut qu'on parte d'ici, je le...» Attends, je lui fais un signe de la main. Maxime. Ah, attends. Maxime. Là, on est sorti de la scène. T'es loin. Là, il n'y a plus rien. Écoute, je vais te passer le numéro d'un psychologue que je consulte régulièrement. C'est pas un gros mot. Je pense que t'en as besoin. Attends pas. Tu vides ton sac. Il se passe la main sur le visage et dans les cheveux. Putain. Ok, je vais voir. C'est ce que je te disais, putain, la ville est en train de devenir dingue, et nous on est au milieu, et on fait comme si de rien n'était. Je comprends plus ce qui se passe, mec. Je comprends plus ce qui se passe. Reste chez toi quelques temps. Concentre-toi sur ton travail. On essaiera de se voir. Prendre un verre comme tu voulais. On pourra faire ça chez toi ou chez moi. Bon, le sport, on se rattrapera la semaine prochaine, t'inquiète pas. Attends un petit peu. Et avec les collègues, on s'occupe de gérer tout ça. On en parlera si tu veux à tête reposée. De toute façon, il y avait la série d'exercices que je t'ai renvoyé que tu peux faire chez toi si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé. De toute façon, j'avais dit qu'il fallait que je me mette à la méditation. Oui, je t'ai envoyé les vidéos aussi. Essaie de les suivre scrupuleusement, tu verras. Attends, t'es sûr qu'on est sur le bon chemin? Je fais attention, je vérifie, on est sur le bon chemin. T'as du mal à reconnaître exactement, dans toute logique, vous êtes sur le bon chemin parce que c'est la bonne direction, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous passez dans des ruelles qui sont un peu étroites, que t'as pas l'habitude de voir, qui ressemblent pas trop à ce que tu connais. Ok, donc là on est un peu perdu quoi. Vous êtes toujours en train de marcher. Petit à petit, en fait, tu vois que vous arrivez devant ce qui semble être un tunnel, Ok. qui a vraiment une ouverture noire dans un mur. Vous êtes entouré de ruelles qui paraissent presque désaffectées. Vous êtes au bout d'une impasse, une espèce de petite hauteur d'eau croupie. Tu sens qu'il y a une forte odeur de renfermé partout, alors vous êtes en extérieur. Tu n'arrives même plus à voir au-dessus de toi tellement les immeubles autour de vous sont grands. Tu reconnais pas grand-chose, et en fait, à ce stade, pendant que vous discutiez, que tu essayez de te repérer en marchant, vous te retrouvez un peu incidemment face à cette ouverture. Tu vois qu'il y a de la lumière au fond, mais tu reconnais pas vraiment. Alors ça a rien d'inhabituel non plus. Ça te paraît un petit peu étrange, et t'as Maxime qui est là, qui fait genre Martial, c'est par là? Ça suffit, je prends mon portable, j'ouvre mon application, ma GPS. Où sommes-nous? C'est étrange, pourtant ton portable est plutôt à la pointe et t'as jamais de soucis habituellement, mais tu vois que l'application n'arrive pas à te repérer, c'est-à-dire que tu glisses sur Paris, mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de... Quelle journée. Donc il y a le tunnel. Est-ce qu'autour je vois un bar, un PMU, quelque chose avec une lumière? Il n'y a rien. Avec le brouillard et dans la confusion, tu as pas vraiment réalisé ce que vous étiez en train de faire. En plus, tu essayais de rassurer Maxime, donc tu avais la tête prise ailleurs, tu as vu, il y a quand même ce qui s'est passé, qui est assez étrange, qui te prend la tête. Donc vous avez marché, vous êtes baladé dans ces ruelles, et là, ben, en fait, tu es entouré vraiment de ces immeubles, à la façade un peu noircie par le temps. Il y a quelques fenêtres cassées, la tuyauterie qui part du sol, un vieux sol pavé, il y a le brouillard qui s'arrête presque à 5 mètres derrière vous, et devant toi, il y a cette ouverture, ce tunnel Jette un œil, la lumière elle me paraît naturelle ou artificielle? naturel. T'as l'impression qu'en fait, t'en as pour 300-400 mètres, un truc comme ça. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté du tunnel. On est un peu encerné par le brouillard et de l'autre côté je vois de la lumière, donc peut-être c'est un peu plus dégagé, viens. T'es sûr, ça a pas l'air... Écoute, comme ça on verra si ça débouche de l'autre côté de la coulée. Je préfère qu'on soit là plutôt que de l'autre côté, là où il y a ce... Donc c'est exclu qu'on y retourne. Allez, suis-moi. J'allume ma lampe avec le portable. Le tunnel est pas super étroit, ça permet de passer côte à côte. Il y a vraiment cette odeur de renfermé, un peu de putréfié qui te prend un peu au nez. Tu reconnais pas du tout l'endroit, tu te sens vraiment pas à l'aise. Les murs ils sont sales ou... Ouais, c'est de la vieille pierre, tu dis peut-être un vieux tunnel de manutention qui permet d'accéder à des vieilles installations, un passage d'égout, tu du mal à dire. Il y a pas de panneau, il y a rien du tout. Il y a de l'eau qui coule du plafond, de temps en temps tu sens une goutte s'écraser sur ton dos. Ah! Donc tu vraiment pas à l'aise, tu entends Maxime derrière toi qui est toujours en train d'un peu marmonner dans sa barbe, genre: «Putain, c'est quoi cette journée, bordel?» T'inquiète, on va rentrer, on va rentrer. Alors, on continue à avancer. C'est quoi tes sensations à ce moment-là précis? Je commence à sérieusement douter de ce qui se passe là. J'essaie de me raisonner. C'est la brume, forcément. C'est comme quand tu te balades dans un endroit que tu connais la nuit, c'est différent. C'est pas très grave. Je pense qu'on est un petit peu perturbé par ce qui s'est passé. Voilà, on est peut-être un peu plus choqué qu'on veut bien le croire. C'est normal, c'était horrible ce qu'on a vu, donc on doit être un peu confus. Le brouillard n'aidant pas. C'est sûrement un endroit que j'ai jamais remarqué parce que j'y ai pas prêté attention. On va voir de l'autre côté où ça nous mène, si jamais on rebrousse chemin. Il y a la police pas loin. Je pense plus trop au fait qu'on pourrait tomber sur l'auteur du massacre.
J'avance avec Maxime, j'essaie de lui parler un peu. Et Maxime est vraiment dans un état de stress intense. En fait, tu le sens de là. La pression qu'il ressent envahit tout l'espace pendant que vous marchez dans ce tunnel sombre. Il y a juste la lumière au fond et la lumière de ton téléphone qui éclaire aux alentours. Il est presque collé à toi. Martial, on va rentrer, hein. Je veux dire, On va rentrer, t'inquiète. t'entends quelque chose, comme des pas dans l'eau. Dans le faux faisceau, ton portable est pas non plus ultra puissant, donc t'éclaires pas tout en même temps. Tu es en train de balayer. T'entends à ta gauche, du coup, en face de toi, un cloc, 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 qui s'arrête à... mais vraiment pas loin, à 4 mètres de toi. Déjà, je m'arrête, je fais signer à Maxime. Bonjour, vous êtes du coin? T'entends juste ce son, cette espèce de râle de... Je pousse Maxime en arrière, vas-y, recule. Et je maintiens le faisceau en direction du... Tu éclaires un homme qui est habillé d'espèces de hardes, hein, vraiment de vêtements déchiquetés, dont un sweat à capuche blanc qui, avec la lumière de ton portable, en fait, donne vraiment cette sensation quasi immaculée. Tu vois le bas d'un visage avec une longue barbe noirâtre et un espèce de sourire qui découvre en fait une dentition pourrie. Tu vois des chicots, tu vois cet homme qui est comme ça, qui commence à... Et au moment où tu recules, en fait, t'entends Maxime pousser un «Ah!» tu t'entends le son, un choc en fait derrière lui, comme s'il butait contre quelqu'un. T'entends une voix en fait que tu connais pas qui fait genre Vous êtes perdu?» D'ailleurs, j'attrape Maxime et je le mets derrière moi. Je me mets face à la personne. T'éclaires une autre personne qui elle aussi est vêtue pareil de vêtements blancs grisâtres, le visage dissimulé par une capuche. Celui-là, il est imberbe. C'est presque pas naturel, il a un visage très lisse. Bon, le flash de ton portable éclaire deux yeux noirs. T'as l'impression que ses pupilles, elles sont dilatées complètement. Et t'as cette personne qui te regarde avec un sourire un peu tordu. Non, nous ne sommes pas perdus, nous sommes simplement trompés de chemin, nous allons repartir. Vous êtes trompé de chemin, vous êtes perdu. Non, on va repartir par où on est venu. Il s'approche un peu de toi. Reste à distance, s'il vous plaît. Sinon quoi? Il prend une profonde inspiration. Comme s'il reniflait l'air en fait, comme s'il essayait de sentir ton odeur. Nous ne voulons pas de problème. Tenez-vous où vous êtes, nous allons repartir. T'entends, ils veulent pas de problème. T'entends l'autre mec en fait, t'entends ses pas dans l'eau, dans le noir en fait, parce que tu peux en éclairer qu'un à la fois, il y en a un de chaque côté. Il rejoint son comparse. Tu vois ces deux hommes qui te regardent et qui, de temps en temps, tournent la tête d'un côté, puis de l'autre en te fixant. Là que l'autre aussi, là, c'est ce regard complètement halluciné avec ses pupilles dilatées. Et vous allez où comme ça? Là, du coup, je regarde intensément le mec d'en face, et en gros, je m'apprête à agir, c'est-à-dire à le plaquer contre le mur de gauche, pour justement donner l'ordre à Maxime de repartir d'où on vient en courant, pendant que moi, j'immobilise celui qui est en face de moi, pour après le jeter au sol et me dégager et rejoindre Maxime. Bien. Qu'est-ce que tu voudrais utiliser dans ce cas-là? Tu as ta compétence en maître d'armes. Ouais, par rapport au crave, mais du coup, Je peux t'autoriser à utiliser cette compétence maître d'armes même si tu n'as pas ton matériel. Et pour ça, je vais te demander de garder ton calme. Et si tu y arrives, on utilisera cette compétence. D'accord? ça marche. Donc, je vais te demander de faire un jet de volonté. Garder ton sang-froid. Ça fait 12. Tu vas quand même me faire ton jet de maître d'armes derrière. Et tu vas m'expliquer ce que tu comptes faire exactement. Ouf. Là, j'ai fait 9. C'est pas ouf. Tu réagis un peu tardivement, c'est-à-dire que tu es un peu trop lent à la détente. Et avant même que tu aies le temps de plaquer ton premier adversaire au sol, l'homme imberbe sort quelque chose d'une de ses poches, attrape Maxime et met ce qui vient de sortir de sa poche sous sa gorge. C'est un morceau de verre. Le type te regarde, tout va bien se passer. On va rejoindre la cour tous les quatre et tout va bien se passer. Tu sens qu'il a un petit moment de... Il penche la tête comme ça, il fait genre... Ah, tu portes son odeur. Ok. Là, je lève les deux mains. C'est bon, calmez-vous, on va vous suivre. Maxime ne bouge pas. Et là, je réfléchis à ce qu'il me dit en même temps. Et son odeur. Le grand tourmenteur. Il vous est apparu, vous aussi? Là, je réfléchis. Oui. Tu vois qu'il appuie avec le morceau de verre sur la gorge de Maxime. Je veux bien vous suivre, mais laissez mon ami partir. Il n'a rien à voir avec le grand tourmenteur. Il ferait un très beau cadeau. Tu vois que la lame est en train de faire couler du sang au bout. Et moi, je peux être un meilleur cadeau pour le grand tourmenteur. C'est pas anodin si on s'est croisés ici. Je vais te demander de faire un jet de charisme. Alors, j'ai fait 15. Le type te regarde fixement. Il lâche Maxime qui se jette vers toi. Et tu vois que l'autre en fait est en train de reculer, de te plonger dans les ténèbres petit à petit, disparaître. Puis celui qui parle depuis tout à l'heure te fixe. Il a de grands plans pour toi.
Je sens qu'il a de grands plans pour toi. Est-ce qu'il te parle la nuit, toi aussi? Est-ce qu'il te montre des choses? Alors là, j'essaie de capter vraiment son regard pendant que je pousse Maxime pour qu'il parte. Oui, je l'ai vu moi aussi. Mais mon ami n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, mais nous avons tous à voir avec cette histoire. Alors, j'ai à voir avec cette histoire, apparemment. Pendant que tu es en train de lui dire ça, t'entends d'autres bruits de pas, genre beaucoup plus nombreux, qui arrivent du fond du tunnel, de là d'où vous venez. Ouais, bah on court. Pendant que vous êtes en train de courir, t'entends le hurlement de rire. La cour d'Opale t'attend. T'entends les bruits de pas qui courent derrière toi pendant que cet hurlement de rire remplit tout l'espace. Et vous finissez par débarquer de l'autre côté de ce tunnel. Le brouillard s'est un peu levé, du coup t'aperçois la rue, tu reconnais pas loin de là ton immeuble, tu reconnais un petit peu où tu es. En fait, Maxime, il s'affaisse, il tombe sur les fesses. En fait, il est en train de se faire une crise de panique complète. Tu vois qu'il y a du sang qui dégouline de son cou. Il essaie de t'attraper en fait pour... Je le soutiens, tout en continuant en marchant, parce que à trottiner là, parce que pour me réfugier dans le hall de l'immeuble. Là. T'as l'impression d'entendre encore le rire de cet homme en fait qui emplit complètement ton espace. T'étais complètement confus, tu sais pas où t'en es, t'étais vraiment... tu reprends ton souffle toi-même. J'aimerais que tu me fasses un jet de volonté. 17. Comment tu reprends le contrôle sur toi-même? Je reconnais le quartier. Je sais que là pour l'instant on est sorti d'affaire. On se dirige en lieu sûr. Et surtout, je me dis, j'ai rendez-vous à 11h30. Faut que je reprenne le service là. En fait, je suis en mode policier là. Je suis plus en mode je vais courir. Tu vois quelques passants qui vous regardent avec des yeux effarés. Le brouillard est vraiment en train de se dissiper. Tu vois un petit peu plus clair. T'as la lumière du soleil qui commence à percer à travers les nuages. Vous arrivez au hall de ton immeuble. Là, on reprend le souffle. Hein, on est à l'intérieur. Je me sens plus en sécurité le fait qu'on soit dedans. C'est un sas qu'on ouvre avec un pass. Je laisse Maxime reprendre ses esprits. Moi, je récupère mon souffle aussi parce que bon, bah, là, rien, je suis quand même couru comme un dératé. Il habite loin, Maxime. Vous n'avez jamais été assez intime pour le savoir, mais en tout cas, au moment où tu te poses cette question, c'est pas raisonné, tu sens que c'est quelque chose qui est automatique, il te prend dans ses bras en fait, en disant merci. Moi, je suis un peu crispé là. Je lui tape sur les épaules. Ça va aller. Il reprend son souffle, tu sens qu'il est à deux doigts d'éclater en sanglots en fait. Viens à l'appartement, tu vas te rafraîchir, après je te raccompagne chez toi, d'accord? D'accord, ok, oui, ouais, donc personne n'est mort, on va bien. Vous arrivez dans ton appartement, il s'effondre sur un canapé. Qu'est-ce qui s'est passé, Martial? Je comprends pas. Alors, je l'écoute en même temps que j'ouvre mon frigo et que je sors ma bouteille d'eau minérale. C'était quoi ces mecs? Ils sortaient d'où? Je les ai même pas vus venir, il y en avait plein. Je remplis un verre, je lui ramène le verre. Je pense qu'on est très très mal tombé. On a eu beaucoup de chance. Je sais pas dans mes habitudes. Si tu veux, tu peux te rafraîchir, prendre une douche. Moi, je vais me préparer. Après, je te raccompagne chez toi. Je vais au bureau et je vais essayer de te recontacter. De toute façon, on a été tous les deux témoins directs d'une agression. Et on va s'en occuper. Mes collègues et moi. T'inquiète pas. Maxime, t'allais se rafraîchir pendant que tu te préparais. Je sais pas quel est ton état d'esprit pendant que tu te prépares, si tu fais quelque chose de particulier ou pas. J'essaie de faire le vide dans ma tête. Et je me rends compte que peut-être que tout est lié. Le massacre qu'on a vu, la brume, Et en fait, je me dis que là, il faut que j'aille au travail, tu vois. Je m'en fous de mon jour de repos. De toute façon, il est foutu mon jour de repos, je veux dire, je me suis pas reposé du tout. Et ce qui m'inquiète, en fait, c'est de me rendre compte que ça m'arrive à moi, c'est une chose, mais que ça arrive à quelqu'un un civil. Là, je me dis qu'il y a un vrai problème. J'ai l'impression d'être dans le pire quartier de Paris, et là, ça va pas du tout. Là, c'est un vrai problème. Mais là, il va falloir qu'on y remédie. Alors, je suis motivé à aller à mon rendez-vous avec Alexandre Lemartin, et on va en parler. La situation est critique. Je suis un peu contrarié. Je suis agacé par ce qui se passe. Ça ne devait pas arriver, ça. À 8h du matin, on croise des gens qui vont au travail, on court. On croise des joggers. On croise pas des hooligans camés avec des tessons de verre qui nous menacent. Ça m'agace. Je suis agacé. Je ne suis jamais énervé, je suis toujours agacé. Et je suis tellement agacé que ma tenue est très stricte. Voilà. L'heure tourne, le temps que tu te prépares et tout ça. Il y a un petit peu de route jusqu'au bastion en voiture, surtout avec tout le trajet que tu vas devoir faire pour ramener Maxime. Donc tu prends le temps de te préparer, mais très vite, c'est le moment de partir. Toi et Maxime, qui du coup n'avait pas emmené ses vêtements de rechange, s'est contenté de se rafraîchir et t'attendre dans le salon. Partez sur les routes, le trajet est plutôt silencieux. Il n'y a pas grand chose à dire, que ce soit pour Maxime ou pour toi, j'imagine.
Moi, je lui ai juste dit que pendant les jours à venir, reste chez toi. Te déplace pas, fais-toi livrer tes courses. Contacte le psychologue dont je t'ai envoyé les coordonnées. Et d'ici quelques jours, je te contacte pour qu'on puisse prendre ton témoignage. Tu as mon numéro s'il y a un souci, tu m'appelles. On a failli passer. Oui, mais on n'est pas passé, on n'y est pas passé. On sera encore plus vigilant à l'avenir. Alors là, je ne me rends pas compte de ce que je vais dire. Et dès qu'on verra un soupçon de brume, on restera tranquillement chez nous. Merci Martial, je sais pas comment je peux te remercier, mais je te dois au moins un verre ou deux pour ça. Bon, on verra ça le moment venu, t'inquiète. Pendant que tu lui as dit tous ces mots, vous arrivez en bas de son immeuble, Bon, je pense que je vais... C'est ça, je vais annuler tous mes rendez-vous. Je vais me rester au calme quelques jours, mais... Écoute, j'insiste là-dessus, Martial, mais je veux qu'on se voit et qu'on décompresse ensemble. On pourrait passer le voir si tu veux. Alors peut-être pas ce soir, je verrai. Après mon rendez-vous. Attends, je crois que là, j'ai besoin d'être un peu seul. Écoute, on peut voir pour demain. Ouais, bien sûr, on s'en reparle, je t'enverrai un message. Merci encore et Tu m'envoies un message quand t'es prêt. sois prudent, Martial. Oui, t'inquiète pas. Il te regarde un moment comme si ça prêtait à dire quelque chose, puis bonne journée. Il ferme la porte. Mon regard se reporte sur l'horizon, tout en face, et je démarre la voiture. J'imagine que tu te rends directement au bastion. Ah oui, pas de fioriture. Il te faut une bonne heure pour y arriver. Mais tu arrives dans cette rue qui est entourée de barrières. Il y a plein de bâtiments qui sont en construction, parce que le bastion est finalement un bâtiment qui est assez récent et il y a pas mal d'extensions qui vont être faites au fil du temps. La rue est plutôt étroite, mais tu arrives face à ce grand bâtiment de verre et de métal. Quand tu débarques devant le parking, t'as un policier en uniforme qui t'accueille, qui te regarde d'un air suspicieux, puis qui te laisse entrer une fois qu'il a vérifié ton identité. Tu te gares dans un parking souterrain qui est plutôt mal éclairé par une lueur verdâtre, des néons dysfonctionnels, t'en as quelques-uns qui clignotent. Tout n'est pas encore au point dans le bâtiment. Je vérifie que j'ai tous mes papiers, que j'ai tout sur moi, que ma montre est bien à la bonne heure, que je revérifie les informations sur mon portable. Et d'ailleurs, j'en profite pour jeter. Est-ce que mes nombres de pas ont été enregistrés quand on était dans le perdu? Oui. Il y a eu tout ce qui est fréquence cardiaque, tout ça, je regarde un peu. Ce qui paraît étrange, c'est que tu peux revoir ton itinéraire et il fait pas vraiment de sens. C'est-à-dire que quand tu regardes sur ton application, tu devines à peu près le nombre de pas qu'il aurait fallu pour revenir à votre point de départ. La fréquence cardiaque semble correspondre aussi au moment de stress que tu as eu, mais t'as pas l'impression que l'itinéraire soit correct en fait. C'est vraiment comme si t'avais fait le chemin normal. Mais c'était pas le chemin normal. Mais c'était pas le chemin normal, clairement pas. T'as l'impression d'avoir fait des tours et des détours dans ce brouillard. Ça me perturbe un peu. Pendant que t'es en train de regarder ton téléphone, tu vois qu'il y a un petit glitch sur ton écran. Et au moment où ça se passe, t'entends à la fenêtre de ta voiture. Bon, je suis surpris forcément. C'est qui? Un homme que tu ne connais pas. Il est habillé d'un costume sombre, les cheveux sont coupés ras. Il est impeccablement rasé. Il a des yeux bleus perçants, un sourire étincelant. Inspecteur Martial Lemaître? Je descends la vitre lentement. Oui, c'est moi-même. À qui ai-je l'honneur? Inspecteur Pierre Blanc, brigade des Mers. Je suis chargé de vous accompagner à votre rendez-vous. Ah, très bien. Écoutez, laissez-moi juste le temps de sortir de la voiture et je vous suis. Il t'accompagne le long de ce parking qui est du coup éclairé par ces néons verdâtres qui donnent une atmosphère un petit peu glauque au lieu, jusqu'à un ascenseur qui se trouve au fond. Il dévisage un petit peu en souriant. C'est la première fois que vous venez au Bastion, inspecteur Lemaître? Non, je suis déjà venu quelques fois ici. Ah oui, j'ai oublié, vous êtes parti des stupes. Oui, c'est ça. Je me suis permis de lire votre dossier avant votre arrivée. Vous arrivez au niveau de l'ascenseur, qu'il l'ouvre, il te fait signe d'entrer à l'intérieur. Vous avez bien fait de vous renseigner, bien sûr. C'est ce que j'aurais fait moi-même. Je préfère savoir à qui j'ai affaire avant de rencontrer une personne, vous le comprenez bien entendu. Il y a un petit temps qui s'écoule le temps que l'ascenseur monte. Au bout d'un moment, il brise le silence en disant « Ça doit être étrange pour vous de revenir ici. Vous faites sûrement allusion à ce qui m'a fait quitter les stupes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre parler de cette histoire. Vous connaissez la maison. Les bruits de couloir font vite le tour de tout l'établissement. Eh bien sûr, je ne pouvais pas y échapper. J'ai aucun mal à assumer ce qui s'est passé à cette époque-là. Vous peut-être, mais il me semble que pas mal de gens pourraient encore vous en vouloir. Sinon que ça à faire, malheureusement, je ne peux pas leur enlever ça. Vous êtes un homme selon mon cœur, inspecteur Lemaître. Et vous-même, vous avez un... Quelle est votre position ce... Et je suis passé inspecteur depuis quelque temps. Vous avez certainement entendu parler de l'opération Panthère. Oui, bien sûr. J'y étais consultant. Je faisais partie d'un détachement de la brigade des Mers qui s'occupait d'enquêter sur le terrain aux côtés de la criminelle. Avec Yann Leroux, on a collaboré avec la brigade criminelle, justement. Ah oui, Yann, bien sûr, je le connais de vue.
Un très bon inspecteur. Cette affaire a pas mal secoué, de même que votre petite altercation avec vos collègues. Vous faites sûrement allusion au requin. C'est quand même assez hallucinant que tous les groupes de flics corrompus ne peuvent pas s'empêcher de trouver des noms pourris pour se dénominer. Ah, j'imagine qu'il y a un certain romantisme là-dedans. La porte de l'ascenseur s'ouvre, débouchant sur un couloir très occupé. Il y a des policiers qui passent de partout, ça débouche sur des bureaux qui sont emplis de monde. Il y a des téléphones qui sonnent, t'entends des voix un petit peu plus loin. Ah, ça c'est mon milieu, ça. Pierre te fait signe. Après vous, Martial, continuez le long du couloir, je serai juste derrière vous, je vais vous guider. Merci. Et t'as l'impression que vous allez très très loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Pierre te dépasse, il t'ouvre une porte qui mène sur une autre coursive. Est-ce que vous connaissez la raison de votre venue ici? Non, simplement que j'ai rendez-vous avec Alexandre Le Martin. Il y a pas mal de choses qui vont bouger, le maître. Eh bien, tant mieux. J'ai moi-même eu un petit incident ce matin. Et pendant ma course matinale, je suis tombé sur une scène de crime. De manière impromptue, je vous rassure. Malheureusement, les scènes de crime, il y en a de plus en plus dans les rues. Elles ne font que se répéter et c'est bien ce qui m'agace. Ouais, et je crois bien qu'elles ne font que commencer. Les collègues sur le terrain ne s'en sortent plus, les brigades sont débordées, des cadavres qui s'accumulent de partout, c'est une catastrophe. Enfin, pendant qu'il parle, tu comprends que vous êtes dans une coursive qui relie deux bâtiments. Vous êtes au moins à 5 étages de hauteur, et t'as un autre bâtiment qui doit être très récent en fait, qui fait face au bastion. Et vous empruntez donc cette coursive pour vous y rendre. Tu vois qu'il y a encore des échafaudages dessus, c'est pas encore tout à fait terminé. Vous dépassez donc cette coursive, pour finir par arriver dans un hall complètement vide. Ça tranche avec l'abondance de monde et de vie qu'il y avait quelques minutes auparavant. Il y a un grand silence. Tu n'entends même pas le son de tes pas en fait parce qu'il y a une espèce de moquette absolument hideuse qui couvre le sol. Et Pierre t'arrête devant une double porte. Nous voilà arrivés. Bonne chance. Je suis un peu perplexe quand il me dit bonne chance, je vois pas trop pourquoi. Mais j'ai du mal à le cacher d'ailleurs. Et je rentre. Double porte, elle est. Enfin, y a pas de vitre. Non, c'est une double porte rouge qui, quand tu l'ouvres, débouche sur une grande salle de conférence. Taille vraiment très impressionnante. Il y a une hauteur de plafond qui à elle seule te donne le vertige. T'es un peu aveuglé sur le coup parce qu'en fait la lumière provient des vitres au fond qui sont un petit peu dissimulées par des stores qui sont légèrement relevés. Mais en fait en se réfléchissant sur les murs, il y a une espèce de lumière bleutée omniprésente qui t'empêche d'y voir très clair. Face à toi, il y a une petite table avec une chaise. Plus loin encore, grande table de conférence. Et derrière cette table, il y a 4 personnes. Tu n'arrives pas forcément à voir les traits parce qu'en fait, elles sont contre-jour. Et la lumière se déverse derrière elles, leur donnant vraiment un aspect de silhouette. Il y a un temps de latence. Tu reconnais la voix de Le Martin. Inspecteur Lemaître, asseyez-vous. Alors je me retourne pour fermer correctement la porte. Je prends le temps de respirer un bon coup. Et je me retourne pour aller m'installer sur la chaise. Au fond de la pièce, t'as le son d'un clavier d'ordinateur, comme si quelqu'un prenait des notes, qui te parvient. Qui, au bout d'un moment, t'entends une voix très profonde qui vient de la figure qui est le plus au milieu. C'est une figure qui est plutôt large d'épaules. Asseyez-vous, inspecteur, et présentez-vous. Bonjour, Martial Lemaître, inspecteur de l'IGPN, anciennement inspecteur à la brigade des stupéfiants. T'entends la voix d'une femme que tu ne reconnais pas, qui te dit comment en êtes-vous venu à rejoindre les GPN, inspecteur Lemaître? J'imagine que vous avez tous eu vent et lu le dossier me concernant, mais si vous voulez, je peux vous redonner les éléments qui m'ont poussé à rejoindre l'IGPN. Tu vois que la silhouette de la femme, tu la vois enfin bouger, se penche vers toi. Tu devines un visage plutôt austère, des cheveux mi-longs qui sont carrés blancs, deux yeux très clairs qui te regardent à travers l'obscurité, un visage calme, posé. Nous avons tous lu votre dossier, inspecteur Lemaître, mais j'aimerais entendre de votre bouche les circonstances qui vous ont mené à rejoindre les services de l'IGPN. Bien entendu, je n'ai rien à cacher. J'ai rejoint l'IGPN suite à l'opération Panthère. Les circonstances qui m'ont poussé à rejoindre l'IGPN sont liées à Yann Leroux, un de mes collègues que j'ai soutenu et défendu alors qu'il était pris pour cible par des officiers qui échangeaient des informations avec les Sevetchenko. J'ai personnellement pris position pour aider au démantèlement de ce groupe qui nuisait aux opérations coordonnées de la brigade criminelle, de la brigade des stupéfiants. Oui. T'entends la voix de la quatrième personne qui n'a pas encore parlé. Une silhouette plus petite, plutôt trapue. Oui, nous connaissons les éléments de l'affaire, nous savons que vous avez témoigné contre vos collègues. Est-ce que vous diriez que cette position de témoin vous place en position de traîtrise vis-à-vis de ses collègues? Aucunement. Pourquoi?
Eh bien, vous ne pouvez pas nier qu'aux yeux de certains collègues plus traditionnalistes, qui se tournent dans la direction des autres silhouettes en parlant, vous pourriez passer pour une balance, comme certains pourraient le dire. Écoutez, tant que je ne balance pas des informations sensibles à des réseaux criminels, je considère alors que être une balance pour des individus plutôt traditionnels de la police ne me dérange pas. Je pense que c'était mon devoir d'agir et d'éclaircir les éléments de cette enquête. Le devoir, il a bon dos le devoir. C'est la femme qui reprend la parole. En effet, inspecteur Lemaître, vos agissements lors de l'affaire des requins et de l'opération Panthère ont permis d'écrémer les rangs d'éléments indésirables et je vous en suis personnellement reconnaissante. Sachez que vos actes ont permis de clarifier la situation à bien des égards. Oui, oui, tu entends la voix de Le Martin. Ce que demandent mes collègues, Martial, c'est pensez-vous être digne de confiance? En ma qualité d'inspecteur de JPN et donc d'officier de police, oui, je pense être digne de confiance puisque je mets en place tous les éléments possibles pour servir. Martial, je pense que nous avons manqué de politesse. Permettez-moi de vous présenter mes collègues et amis. Commissaire Varel de la brigade criminelle. Il désigne la silhouette plus petite qui était un petit peu plus acerbe envers toi. Commissaire Blin de la brigade des stupéfiants. Il désigne la femme. Et enfin, directeur général de la police judiciaire, directeur du Bastion, Christian Lemoine. Il te désigne donc la silhouette carrée large d'épaule qui du coup se penche vers toi. Donc t'as déjà entendu parler de Lemoine en fait. Hein. Son passé est un petit peu trouble, tu sais pas vraiment d'où il vient, tu connais pas vraiment ses états de service, mais tu sais qu'il a une main de fer et que s'il est là, c'est vraiment du sérieux. Il se penche dans ta direction. Tu vois un visage très marqué, deux yeux noirs qui te fixent dans l'obscurité. D'après ce que vous dites, inspecteur Lemaître, vous êtes familier de l'opération Panthère, le démantèlement de la famille Sevchenko. J'y ai participé, oui. Brièvement, puisque vous avez ensuite été muté à l'IGPN, mais je vois sur votre dossier que vos états de service sont impeccables. Vous êtes donc au courant de la place de la famille Boudvagi. Oui, bien entendu, ils ont pris la place des Sevchenko suite à leur disparition mystérieuse. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme appelé Sergei Dinarov? Si mes souvenirs sont exacts, c'est cet individu qui dirigeait le réseau pédopornographique et les studios Dinarov. Est-ce que le nom Douchkou vous dit quelque chose? Non, je n'ai pas eu vent de ce nom. Inspecteur Lemaître, je vais en venir droit au but. Vous avez été convoqué ici au titre de deux de vos grandes qualités. La première, c'est vos qualités d'inspecteur de talent. Vous êtes tenace, vous suivez le protocole à la lettre, vous êtes bon dans ce que vous faites, et nous savons que vous êtes un homme de confiance. Même si nos questions et notre attitude peuvent vous laisser penser le contraire. L'autre qualité qui nous a fait vous rejoindre aussi, c'est votre familiarité avec l'opération Panthère et avec différents aspects de cette affaire. Comme vous le savez peut-être, le destin de Sergei Dinarov est absent du dossier de la police. Le dossier officiel ne contient aucune mention du futur de Dinarov. Je vais vous montrer quelques photos. J'aimerais que vous les regardiez attentivement. Si vous avez la moindre question, je vous recommande de me les poser par la suite. Quelle silhouette se tourne vers un mur au fond de la salle de conférence sur ta droite, sur lequel il y a un grand écran blanc. T'entends toujours le tapotement de cet ordinateur dont t'arrives pas à voir l'origine, puis t'entends un clic, et tu vois qu'il y a un projecteur qui s'allume et qui affiche une photo sur l'écran en question. Cette photo, c'est celle d'un corps. Ce corps, il est suspendu par des crochets à un plafond. Il y a du sang qui en coule de partout. Ce qui te frappe alors que il y a une seconde photo qui apparaît, qui dévoile le visage, c'est que les paupières, les lèvres de cet homme ont été coupées, ce qui donne au visage, encore assez reconnaissable, la sensation que tu fais face à un crâne grimaçant. Tu as épluché le dossier de l'opération Panthère plusieurs fois, tu as vu les photos un paquet de fois, tu sais qui est cet homme. Cet homme, c'est Sergei Dinarov. Il y a un long silence. Avez-vous des questions, inspecteur Lemaître? Ah, Monsieur Dinarov était absent du coup de filet, justement. La photo est récente. La photo date de 2 jours, inspecteur Lemaître. Sergei Dinarov a effectivement échappé au coup de filet massif que nous avons porté à la famille Sevchenko, ce qui a permis l'effondrement de leur emprise sur le monde criminel parisien. Certaines de nos sources, et un informateur en particulier, avaient retrouvé sa trace. Il semble qu'il ait changé de camp et qu'il ait rejoint la famille Boudvagi depuis son départ de Sevchenko. C'est le premier contact que nous avons eu avec Sergei Dinarov. Maintenant, je vais vous présenter d'autres photos, rapidement en succession. Il y a plusieurs autres photos
de corps placés dans la même disposition. Tu as la photo d'un homme d'une cinquantaine d'années que tu ne saurais pas reconnaître, que tu n'as jamais vu. Lui aussi, paupières et lèvres coupées, donnant cet aspect de cadavérique. Tu remarques que sur ces photos qui suivent, il y a des bocaux qui sont posés en bas des corps, qui sont tous suspendus au plafond. Il y a une autre personne qui passe, un homme plus jeune, une vingtaine d'années, tu devines une personne peut-être d'origine algérienne, suspendu au plafond, cette fois-ci d'un appartement miteux, lui aussi, des bocaux en bas de son corps. Ces photos défilent assez rapidement, t'as pas vraiment le temps de te fixer sur les choses, vous devines des éléments, puis l'écran s'éteint, il y a un silence. Que pensez-vous des photos que nous venons de vous montrer S'agissait-il d'anciens lieutenants des Sevchenko qui étaient passés... À l'exception de Sergei Dinarov, nous n'avons pu trouver aucun lien de connivence avec les Boudvagy ou avec les Sevchenko. Philippe Maudrange, avocat au barreau, a effectivement participé au cas de l'opération Panthère en tant que consultant. Aucun lien avec les Sevchenko. Issam Nouri, petit dealer, fait partie d'un gang, a pu traiter avec les Boudvagy. Aucun lien avec les Sevchenko. Les trois personnes peuvent être liées de près ou de loin à des activités ayant trait à la loi, au crime, mais aucun lien entre ces trois personnes. Pourtant le même mode opératoire. Même mode opératoire. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui a pu faire en sorte que nous vous faisions arriver ici? J'ai encore du mal à y voir clair, pour être tout à fait honnête avec vous. D'après nos informations que nous avons relevées sur la scène de crime, Sergei Dinarov était un lieutenant plutôt haut placé parmi les Boudvagy. Ça faisait des années maintenant qu'il avait repris son poste de responsable d'un réseau pédocriminel et de prostitution au sein de la famille. Philippe Maudrange, avocat brillant, retrouvé mort il y a quelques mois. Issam Nouri, ça a presque un an, les effectifs sont débordés. C'est le même mode opératoire. À ce stade, étant donné l'atmosphère qui règne en ville, il est très compliqué d'allouer des ressources à un cas comme celui-là. Il est fort possible que nous ayons affaire à des meurtres en série. Vous pensez à un retour de la mafia russe? Et là qu'intervenait ma deuxième question, inspecteur Lemaître. Oushkou, ce nom ne vous dit rien? Non, pas dans l'immédiat, non. Nous avons nos suspicions. Comme vous le savez, l'affaire Sevchenko s'est terminée par la disparition de tous les membres lors de l'incendie du bus qui devait les emmener à leur jugement final qui devait les acquitter. Nous pensons que le responsable est un dénommé Oushkou. Oushkou est un nom donné par la famille Boudvagy à une personne qui semble sévir dans les rangs et exécuter au hasard des membres de leur organisation de manière sanglante. Comme vous le savez certainement, les tensions sont énormes en ville avec les Boudvagy. Nous avons très peur que ce dernier incident, la mort de Dinarov, mette le feu aux poudres et qu'une guerre se prépare. Nous ignorons si Oushkou fait partie de la mafia russe, nous ignorons si c'est une personne seule ou le nom d'une organisation. Toujours est-il que cet événement risque d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous ne sommes même pas certains qu'il s'agisse de la même personne, comme vous pouvez le supposer d'après certaines de nos analyses. Ces meurtres sont plutôt d'apparence rituelle. Qui plus est, ça ne ressemble pas à un mode opératoire de Oushkou, d'après ce que nous en avons conclu sur les scènes de crime que nous avons su retrouver. En outre, Oushkou ne semble viser que les Boudvagy. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous avons 3 victimes, dont 2 personnes qui ne semblent pas avoir de contact particulier avec les Boudvagy. Nous sommes face à une impasse. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une cellule spéciale. Le rôle de cette cellule sera d'enquêter sur ces meurtres, d'en comprendre les motifs et de trouver le responsable. J'acquiesce, on signe de la tête. Vous devez vous demander ce qu'un inspecteur de l'IGPN peut apporter en qualité d'enquêteur dans une cellule spéciale de la sorte. Je me pose effectivement la question. Avez-vous déjà entendu parler de Léon Castelli? Oui, il avait participé à l'assaut sur le club privé. Ces hommes et lui ont essuyé de nombreuses pertes, si je ne m'abuse. Ils ont été confrontés à une forte résistance. Et ont aussi eu leur lot d'horreur. Et découvert les plus sordides activités de la famille Sevchenko à l'époque. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Tu vois que le moine te fixe. T'entends la voix de Le Martin qui... Martial, votre rôle à vous, au sein de cette cellule, sera de surveiller Léon Castelli. Sa qualité d'inspecteur et d'expert sur le dossier fait de lui quelqu'un d'inestimable. Cependant, il se tourne vers ses collègues.
Cependant, nous avons nos raisons de croire qu'il cache quelque chose. Je regarde pensif dans un coin de la pièce. Très bien. Avez-vous des premiers éléments ou- Le moine reprend la parole. À ce stade, pas vraiment. Nous sommes en train de monter un dossier que nous vous enverrons le plus rapidement possible. Nous vous donnerons très rapidement rendez-vous pour rencontrer votre collègue, Léon Castelli, qui sera donc votre coéquipier au sein de cette cellule. Cellule que nous comptons, bien sûr, agrémenter d'autres membres de différentes brigades. Au vu du chaos qui règne sur Paris en ce moment, nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de nous défaire de qui que ce soit. Oui, très bien. Vous rassemblerez des éléments à partir de ce que vous avez dans le dossier. Vous serez entièrement centré sur cette affaire. Très bien. C'est ce bâtiment qui vous servira de camp de base. Vous y aurez accès au réseau de la police. Et vous ne répondrez qu'à nous. Aucun de vos collègues ne doit être au courant. Avez-vous des questions, inspecteur Lemaître? Qui sont les autres membres de la cellule? Nous avons un informateur parmi les rendez-vous de Vagy. Nous avons aussi un psychiatre assermenté par la police, qui s'occupe de plusieurs de vos collègues qui en ont le plus besoin. Vous serez tenu de le rencontrer et de suivre une évaluation psychiatrique tout au long de l'enquête. Bien entendu. Tu vois que Varel, donc le chef de la criminelle qui est donc de Léon, son supérieur direct, se penche vers toi et dit « Mais n'oubliez pas, surveillez Castelli. Il nous semble qu'il outrepasse ses fonctions d'officier de police. Nous attendrons de vous un rapport hebdomadaire détaillé. Ce rapport, vous ne devez en parler ni à Castelli, ni à qui que ce soit, en dehors des personnes qui se trouvent entre ces murs. Ai-je été clair? Parfaitement. Avez-vous d'autres questions? Quand est-ce que débute l'opération? Dès la semaine prochaine. Vous avez quelques jours de libre jusque-là. Profitez-en. Vous allez avoir du travail. Bien entendu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mener ma mission bien. Vous pouvez disposer, Martial. Je me lève, je salue mes 4 interlocuteurs et puis je me retourne pour partir. Ah, le maître! Oui, C'est la voix de Blin, donc la responsable de la brigade des stupéfiants. je me retourne. Yann Leroux m'a dit beaucoup de bien de vous. Tâchez de ne pas me décevoir et de le décevoir. Si je puis me permettre, je n'en avais pas l'intention. Voilà qui est une très bonne nouvelle. Disposez, Martial. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lilienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris, dans le rôle de Marcel Lemaître, Cassidy, avec Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.